Chers collègues, la parole est à Monsieur Arnaud Viala, du groupe Les Républicains, pour 10 minutes maximum. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure de la délégation, Madame la rapporteure de la délégation aux droits des femmes, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. À l'heure où nous entamons ici l'examen de la proposition de loi de notre collègue Gatel, dont je salue d'ailleurs la présence dans les galeries, la France compte 34 970 communes. Et malgré des lois successives au cours des dernières décennies, la décrue de ce nombre est somme toute relativement lente et finalement assez faible, ce qui signe l'attachement indéfectible des Français à cet échelon de proximité, à leurs maires, à leurs élus municipaux, à toutes les réponses et au niveau de services dont ils bénéficient de la part de celles et de ceux qui se consacrent à leur quotidien. À l'approche des élections municipales de 2020, un tout récent sondage que les grands médias commentent ces jours-ci fait même apparaître que 75% des Français se déclarent satisfaits de l'action de leur maire. De quoi faire rêver tous les parlementaires sur tous les bancs de cette Assemblée, je pense. Le groupe des Républicains et plus largement la droite parlementaire, la droite française, sont très attachés aux communes. Pour nous, ce niveau essentiel du maillage administratif de notre pays est emblématique d'une longue histoire, reflète la réalité d'une France des territoires, dont la population est beaucoup plus uniformément répartie que dans nombre de nos voisins occidentaux, européens ou pas, et est aussi le lieu phare de l'expression démocratique. Nous voulons donc tout faire pour consacrer, préserver et renforcer le rôle des communes et tout mettre en œuvre pour empêcher leur démantèlement. La proposition de loi faite au Sénat aborde l'épineuse question des communes nouvelles et le fait d'une manière plutôt novatrice que je tiens ici à saluer. D'abord, en excluant toute dimension coercitive à la création de communes nouvelles. La commune nouvelle ne peut être que l'expression d'une volonté locale partagée et les préfets ne disposeront au terme de ce texte d'aucun pouvoir exceptionnel visant à forcer les regroupements. Cet aspect est pour nous un prérequis absolu de notre soutien à la proposition. La PPL ne porte pas directement sur cette disposition particulière, mais je profite néanmoins pour souligner aussi notre opposition totale, que nous avons souvent eu l'occasion de manifester, à la clause de revoyure prévue par la loi NOTRe de tous les schémas intercommunaux via les CDCI et les pouvoirs élargis des préfets prévus à l'horizon 2021. Monsieur le ministre, vous avez pris l'engagement d'inscrire l'abrogation de cette disposition dans les discussions des textes à venir et nous serons particulièrement vigilants sur ce point. Ensuite, cette proposition apporte des correctifs sur les plans de la gouvernance, notamment pendant la période transitoire, mais aussi au moment de la constitution de la commune nouvelle, des moyens financiers dont dispose la nouvelle collectivité, des effets de seuil souvent dénoncés par les premiers territoires expérimentateurs du dispositif, des modalités pratiques de continuité de l'existence territoriale de la commune postérieurement à la création de la commune nouvelle, à la fois par la possibilité ouverte de tenir des réunions de conseil municipal dans les mairies déléguées, mais aussi et surtout par le statut amendé des maires ou encore la capacité donnée aux communes nouvelles de créer et de supprimer des communes déléguées dans le périmètre de la commune nouvelle. Toutes ces dispositions vont à nos yeux dans le bon sens, puisqu'elles sanctifient le pouvoir des élus d'un territoire de créer et de façonner, en fonction du projet qu'ils portent, l'outil de la commune nouvelle, afin de lui faire épouser au mieux les contours de son histoire, mais aussi les axes de leur ambition en matière d'équipement, de services et aussi tout simplement d'attractivité. Ce faisant, c'est bien à l'échelon communal et aux citoyens que nous rendons leur pouvoir de décision et d'organisation, et nous souscrivons à cette approche et voterons donc ces articles. Nous souhaitons cependant que dans le courant de la discussion, un certain nombre d'améliorations puissent être apportées au texte et des amendements dans ce sens seront défendus par plusieurs de mes collègues. Je vais citer Jérôme Nury, député de l'Orne, territoire pionnier en matière de création de communes nouvelles, qui a une solide expérience et souhaite la mettre au service d'une volonté qu'il me semble nous devrions tous partager d'amélioration du dispositif. Je me permets à cet égard de dire à Madame la rapporteure que j'ai beaucoup apprécié le travail préparatoire au cours des auditions que nous avons réalisé ensemble et que j'espère qu'il permettra aussi que ces amendements reçoivent son soutien. Nous souhaiterions par ailleurs que la réflexion sur l'évolution des communes qui le souhaitent soit accompagnée d'un véritable engagement de l'État dans toutes ces extensions sur une durée la plus longue possible. Je m'explique.
Il n'y a rien de pire pour un maire et des élus, pour une population tout entière, que de fonder des espoirs sur le regroupement des forces locales avec le ou les territoires voisins, souvent amis de longue date, pour se rendre compte au bout de quelques mois ou de quelques années que les financements de l'État ne sont plus au rendez-vous, parce que, par exemple, les préfets considèrent qu'il y a un accompagnement DETR par an et par commune, et que la commune nouvelle est à leurs yeux une seule collectivité, parce que le DAZEN considère que si plusieurs communes fusionnent, elles peuvent finalement n'avoir qu'une seule école, parce que la règle serait que les services publics seraient présents qu'en un seul point du territoire communal, etc., etc. Il nous semble au contraire que l'effort d'aménagement vertueux et moderne d'un territoire que porteraient des élus désireux d'aller de l'avant doit faire l'objet d'une contractualisation avec l'État afin de leur garantir un parallélisme des formes. Cette PPL ne règle pas cette question, mais Rémi Rebeyrotte et moi-même sommes en train de formaliser des propositions dans ce sens dans le rapport émanant de la mission d'information sur la commune que nous sommes en train de rédiger. Reste enfin la question de l'article 4 et de la fameuse commune-communauté que prévoit de créer cette PPL. L'idée de départ est évidemment bonne, puisque la création d'une commune nouvelle sur le périmètre d'une communauté de communes existante engendre immédiatement, ou presque, à droit constant, l'adhésion de la nouvelle commune ainsi constituée à un EPCI plus vaste, ce qui a causé dans nombre de territoires d'immenses difficultés et, disons-le, des contre-coups. Me viennent à l'esprit ici des exemples du genre dans mon département de l'Aveyron, que je ne citerai pas, où la situation aurait été bien différente sans cette contrainte. À cet égard, neutraliser cette obligation afin de préserver l'expression d'une volonté territoriale forte et la mise en œuvre d'un projet concerté est une bonne chose. Il faut donner aux élus le pouvoir et les moyens d'aller au bout de leurs ambitions pour leur territoire, qu'ils sont le mieux à même de jauger, d'appréhender, de canaliser. Je saisis d'ailleurs l'occasion de cette remarque pour dire qu'à titre personnel, je suis favorable à ce qu'on laisse ces prérogatives aux élus, qui sont évidemment fondés à faire état de leurs intentions en la matière dans leurs campagnes électorales, éventuellement à organiser les formes de concertation avec la population qui leur paraissent les plus adéquates, plutôt que de les compliquer en imposant par la loi des étapes obligatoires de concertation citoyenne. Il nous semble cependant que le texte dans son état actuel est très insuffisant sur la question de la commune-communauté à bien des égards. D'abord, et les débats en commission des lois la semaine dernière l'ont encore montré, le statut juridique de la nouvelle catégorie de collectivité territoriale ainsi constituée n'est pas suffisamment clair, ni dans ses attributions, ni dans sa coexistence avec les communes d'une part et les communautés de communes d'autre part. Ensuite, la question des moyens dont disposera ce nouvel être juridique n'a pas trouvé de réponse satisfaisante au cours des débats jusqu'à ce jour. Donner aux élus locaux cette perspective sans leur dire clairement comment seront établies les dotations, quel coefficient d'intégration fiscale sera retenu, quel sera le levier fiscal, pourrait presque être qualifié de tromperie sur la marchandise. Enfin, et dans le droit fil de ces remarques, la PPL n'est assortie d'aucune réelle étude d'impact. Elle n'a fait l'objet d'aucun avis formel ni de la DGCL ni du Conseil d'État. Elle est, si je puis me permettre, légère sur ce point. Nous avons déposé un amendement demandant au gouvernement un rapport détaillé et pour le dire clairement, nous exigerons qu'il soit accepté afin de pouvoir voter le texte en l'état. Car c'est le sérieux de nos travaux qui serait en cause si nous ne le faisions pas. J'ai aussi entendu et retenu votre proposition, Monsieur le Ministre, que si le texte devait être adopté dans sa forme actuelle, il puisse être précisé sur ce point de l'article 4, après examen attentif par le gouvernement, dans les autres textes en préparation sur les collectivités locales que vous devez nous soumettre dans les prochains mois. Il nous semble que cette proposition est de nature à apaiser nos débats de ce jour et à permettre, pour ce qui nous concerne, le vote favorable à la présente PPL. Tels sont, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, Mesdames les rapporteurs, les éléments sur lesquels je souhaitais insister dans le cadre de cette discussion générale. Mes collègues et moi-même auront l'occasion de revenir en détail sur les articles au moment de leur examen. Je vous remercie de votre attention. Collègues, la parole est